Voilà, je vais vous amener dans mon jardin. En fait, je vais commencer je vais vous raconter quelques petites histoires pour finir la soirée. La première histoire, c'est mon jardin de mon enfance. Mes parents ont eu la bonne idée de louer un appartement dans un très bel endroit. Au rez-de-chaussée, il y avait un magnifique jardin avec des petits chemins en terre, des fleurs, un jardin potager. Moi, j'avais un tricycle en bois, Visa Gloria, je me rappelle encore. Et puis on faisait les fous, on était trois gamins là. Il y avait le petit frère, puis il y avait encore le voisin du dessus. Puis on a vécu là. Puis en réfléchissant un peu, parce que cette soirée m'a permis de regarder les choses un peu différemment, je me suis dit peut-être que c'est là, dans ce jardin, que j'ai pris goût à toutes ces choses que j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à réaliser. Derrière, il y avait le jardinier du home. Lui, il avait encore un plus grand jardin. Il avait des cochons, des poules, des lapins, puis des grandes serres avec des plantains. Puis en fait, je sortais de l'école, j'allais chez lui, puis j'avais encore un petit bout de nature. Puis après, j'avais un papa assez extraordinaire. Lui, il était aux Amis de la Nature, ça existe toujours. Ils ont des cabanes pas trop haut dans la montagne. Et ils en ont construit une du côté des Colons. Puis en fait, c'était un ami de la nature. Il m'a fait visiter à peu près toutes les cabanes du Valais. On allait cueillir les chanterelles du côté d'Ulriken. Enfin, je crois qu'il m'a donné cette envie qui était un peu diffuse, mais à la fin de mes études, tout d'un coup, premier truc, je fais un mandat pour l'État du Valais, guide valaisan pour l'énergie solaire pour les communes, pour inciter les conseillers communaux à accepter que les gens mettent quelques mètres carrés de panneaux solaires sur leur toiture. C'était le premier mandat, puis tout d'un coup, je crois que le fil rouge, il était posé. Puis depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, puis encore demain, puis la semaine prochaine, et puis les mois qui viennent, et puis les années qui viennent, finalement, il me semble que ma mission, ça va être de continuer sur cette route. Puis après, je me suis dit, bon, il était chouette ce jardin, il était chouette ce quartier. Mais après, j'ai essayé de réfléchir, c'était comment à l'époque. Puis je me suis quand même rendu compte qu'on posait les poubelles dans la maison, les Oxner en métal, là. Et puis après, j'ai appris que ces poubelles, elles allaient au bord du Rhône, et puis on y mettait le feu. Donc on ne triait pas tellement les déchets. Le traitement des eaux usées, les steppes chez nous, elles datent de 1970. Moi, je suis né un peu avant. Donc quand j'étais gamin, les eaux usées, c'était des eaux usées, donc elles allaient au Rhône. La route principale du Valais, la route cantonale, elle traversait le Grand Pont, elle montait du côté de Plata. Puis je me rappelle qu'il roulait à 60 à l'heure, puis que pour aller à l'école, c'était très très dangereux. Et puis qu'il y avait des camions énormes, même des Euclides, avec de la pollution pas possible. Puis je me suis dit, le petit jardin idyllique, mais peut-être ce qu'on a oublié, c'est que dans notre ville, dans nos villes, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Alors ça m'a donné un petit peu envie. Quand je dis que tout va bien, je suis évidemment pas naïf, mais en fait, ces temps-ci, j'entends que des choses catastrophiques, rien ne va, c'est la fin du monde, la planète est perdue, on va tous mourir demain. Il y a des mamans toutes jeunes qui renoncent à avoir des enfants parce qu'elles pensent qu'ils n'auront pas d'avenir sur cette planète. Et ça, moi, ça ne me convient vraiment pas. Ça fait 40 ans qu'on travaille, en tout cas autour de nous ici dans le Valais, en Suisse, je pense, en Europe aussi. Donc je voulais vous rappeler 2-3 choses qui ont été faites, parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui, il connaît le monde d'aujourd'hui, puis il ne connaît pas ce monde que j'ai connu là, qui n'était pas aussi idyllique que ça, en tout cas en termes de pollution de l'air. Donc j'avais envie de vous rappeler 2-3 choses. Alors bon, on a une usine d'incinération qui fait de l'électricité, qui fait de la chaleur, qui va chauffer les laboratoires de monsieur le professeur qui s'est exprimé tout à l'heure à la rue de l'Industrie. On traite nos eaux qui vont au lac. Notre lac, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait radium via, puis beaucoup de phosphate. Puis on a mis beaucoup de phosphate dans ce léman. Puis après, le phosphate, c'est un engrais. Donc nos petites algues ont poussé excessivement, elles ont consommé de l'oxygène. Le lac était complètement eutrophisé. Donc le léman, il allait extrêmement mal. Aujourd'hui, il a des problèmes de microparticules de plastique. Mais pour le reste, cet été, j'y suis allé très souvent pour me baigner. Il est juste magnifique. On a de l'eau claire jusqu'à 3-4 mètres de profondeur. On a un lac dont la qualité, il y a sûrement encore des progrès à faire, toujours. Mais en fait, au niveau du traitement de l'eau, on a fait des progrès. Vous avez une photo là, derrière moi.
C'est un bout de forêt sur le cône de Thion. Cette forêt, elle n'était pas comme ça avant, parce qu'il y a beaucoup moins d'arbres. Du coup, il y a de la lumière. Du coup, il y a de la végétation au sol. Du coup, j'y étais tout à l'heure, ce matin. J'ai vu passer 3 biches, des petites biches qui se promènent. À l'époque, c'était des arbres serrés les uns contre les autres. Le sol était acide. Il n'y avait pas de diversité. Ce bois, il est parti à Luto. On y a fait des pellets. Ces pellets, ils vont en Zère et ils chauffent la station. Donc, en fait, on a fait d'une pierre 3 coups. Et entre Luto, la steppe, Valpellé, le chauffage à distance qui va à l'école d'ingénieurs, le Léman qui va mieux. Je pourrais faire une longue liste, ce n'est pas le but de faire un tableau de chasse. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, quand on vous interpelle, qu'est-ce que vous avez fait? Vous pouvez aussi répondre, nous ensemble, nous tous, dans le Valais central, par exemple, ou dans le Valais. On a mis plus de 200 millions pour faire en sorte que l'eau, que l'air, que nos zones de rencontre, nos centres-villes soient plus agréables à vivre, que nos projets d'agglo se fassent et puis améliorent les transports en commun, que nos cadences de bus soient accélérées. Pour la ville de Sion, les 5 cadences de bus, elles coûtent 2,5 millions par année, mais elles permettent aux gens de Bramois, d'Uvrier, de Pont-de-la-Morge de rejoindre le centre-ville avec des transports en commun à des cadences qui sont bien améliorées. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, il reste sûrement encore beaucoup à faire. Oui, la planète a sûrement souffert de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais au fait, nous tous, nous avons consommé de l'eau chaude, nous avons chauffé nos maisons, nous avons roulé en voiture. En Valais, on n'a jusqu'à maintenant pas eu tellement le choix de faire comme ça de façon essentielle. Donc tous ensemble, on a contribué à cet effet qu'il y a trop de CO2 dans notre atmosphère, mais on est co-responsable, c'est derrière. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord s'appuyer sur le fait que depuis les années 80, on a fait pas mal de choses. On n'a pas tout fait, mais on a fait pas mal de choses. Qu'à partir de maintenant, il faut continuer ensemble à faire encore d'autres choses qui sont possibles. On a vu tout à l'heure avec le professeur de l'EPFL que finalement, si on continue sur la voie sur laquelle on est, il ne faut pas attendre un siècle ou bien 40 ans pour que des choses changent. Après, j'ai envie de vous parler un tout petit peu de l'Europe. Sur le plan européen, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne vous parle que sur le niveau énergie parce qu'on pourrait parler sur tous les domaines. Il s'est passé partout, dans tous les domaines, il s'est passé des choses vraiment assez extraordinaires. En Europe, aujourd'hui, il y a 80 équivalents centrales nucléaires en puissance de l'énergie qui est produite par des éoliennes. La journée, en Europe, il y a du vent, et en plus, il y a encore du soleil, puis en Valais, il y a encore de l'eau. Donc, avec ces trois ensemble, on a vraiment des quantités d'énergie énormes. Après, il faut les régler dans la durée. C'est clair qu'il n'y a pas toujours du vent, du soleil et de l'eau. Mais pour prendre l'éolien, la journée, il y a parfois trop d'énergie. Avant, on devait arrêter les machines à laver à midi. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Mettez tout en route parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie sur le réseau. Et puis, une éolienne, ça ne s'arrête pas comme ça. Un robinet, une vanne de fermeture ou d'ouverture d'un barrage ou d'un aménagement hydroélectrique, ça peut encore se piloter assez rapidement, en quelques minutes. Mais une éolienne, il faut presque une demi-heure pour l'arrêter, puis il faut de nouveau presque une demi-heure pour la relancer. Puis quand elle tourne, elle tourne. Puis ceux qui devraient l'arrêter parce qu'il y a trop d'énergie sur le réseau, ils demandent l'autorisation de continuer, mais ils payent. Comme on paye de l'argent négatif quand on a des dépôts qui se font à la Banque fédérale. Donc aujourd'hui, on a trop d'énergie la journée. Donc on peut en faire un bon usage. On peut par exemple peut-être développer encore des véhicules électriques, pas seulement des véhicules individuels, des véhicules en libre partage, des transports en commun. Moi, j'ai pensé à ça l'autre jour. Pourquoi pas des tracteurs agricoles? Parce que faire du bio avec des tracteurs au diesel, j'ai jamais personne à parler de ça, mais peut-être qu'il y a moyen de faire un tout petit peu mieux. Puis un tracteur, ça roule pas vite, c'est très grand pour aller mettre, même si c'est des batteries un peu lourdes. Bon, il a mis des batteries au plomb, hein, mon collègue. Il y a des batteries bien meilleures que ça maintenant. Mais lui, bien sûr, il roule pour l'hydrogène. Alors. Mais ça ne change rien au problème que le véhicule électrique, il ait des batteries pour avancer, ou de l'hydrogène, il reste un véhicule électrique. Après, si on peut faire mieux sur l'autonomie, tant mieux, quoi. Donc, sur le plan européen, si vous voulez, il se passe des choses quand même très intéressantes. Moi, j'aurais jamais pensé, dans les années 80, on faisait les premières installations solaires photovoltaïques, on faisait 3000 kWh, c'est la consommation d'un ménage. Puis aujourd'hui, on voit qu'en Europe, il y a des puissances colossales, il y a des quantités d'énergie, alors il faut en faire un très bon usage. Mais ces quantités d'énergie, elles sont là. Et puis même sur le plan mondial,
c'est vrai qu'il y a des choses aberrantes qui se passent. C'est vrai que les Chinois, pendant longtemps, ils ont vécu d'une façon totalement irresponsable, y compris dans l'industrie, pour produire à bon marché. Ils ont été absolument pas respectueux de l'environnement, mais ils sont en train de se rendre compte que la nature concentre les choses, puis qu'on ne peut pas dissoudre ça dans l'environnement, puis qu'il y a un retour de manivelle qui est extrêmement copieux et cher. Donc on voit que, par exemple, dans le domaine de la mobilité, j'ai lu ça, mais je ne suis pas certain que je n'ai pas vérifié, hein. Mais j'ai lu que les Chinois avaient quasi interdit la vente de nouvelles voitures qui avancent avec du carburant, ou qu'en tout cas, il fallait faire un tirage au sort pour avoir le droit d'en avoir une, et puis que la voiture de base, celle qu'on vous offre, celle que vous allez chercher sur le marché chinois, c'est une voiture électrique. Alors, elle n'arrive encore pas sur le marché européen et américain parce qu'elle n'est pas dans les normes, entre autres dans le domaine des crash tests. C'est assez important pour la sécurité. Non, mais en fait, j'essaie de vous donner un... Ça vous fait peut-être sourire, mais ils ne vont pas faire long pour nous amener des petites voitures pas chères qui roulent bien, qui seront... Faut pas qu'on rigole trop parce qu'ils vont plus vite que nous, parce qu'ils ont des systèmes... Nous, on fait un télécabine depuis 5 ans maintenant, puis on n'a encore pas fini. Entre les zones d'appel de source, les zones de glissement... les différentes choses qu'il faut respecter. On a tellement de lois chez nous que pour avancer d'une façon drastique et puis efficace, comme on devrait le faire, ce n'est pas tout à fait évident. Alors voilà, le temps qui est juste là devant moi passe très très vite. J'aurais tellement de choses à vous raconter. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au niveau mondial, j'étais à Tokyo, la ville principale. C'était la plus polluée du monde. Aujourd'hui, c'est une rue paisible avec des piétons, avec des taxis hybrides, avec une qualité de vie assez phénoménale. Donc les Chinois, les grandes villes, on m'a parlé de New York tout à l'heure, qui a considérablement changé. Je pense que la plupart des grandes villes vont vraiment vers une qualité de vie, et ils ne font pas seulement au niveau de la mobilité, aussi d'amener au niveau qualité urbanistique, de faire des grands... J'ai vu à Tokyo, dans les quartiers, les nouveaux qui se construisent, un immense soin qui est donné aux espaces entre les bâtiments, où il y a vraiment des très beaux espaces arborisés, des espaces publics. Après, je voulais aussi vous dire, cette crise du climat, elle pourrait aussi être la cause, non pas de l'homme, mais d'une dizaine de volcans qui décident de s'allumer. Puis si c'était le cas, nous, on devrait s'adapter. Et en fait, à l'époque, on était nomades, maintenant, on s'est tous... arrêter sur place, et puis on a été tous se mettre au même endroit. Puis ça pose quelques problèmes, et je pense qu'on va vers une période où on va devoir de nouveau être un peu plus souple, et puis surtout, face à la crise, pas se faire des reproches et se diviser, mais se mettre ensemble, et puis voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc, il y a eu déjà des crises majeures, je ne vais pas les évoquer maintenant, y compris celle des dinosaures il y a 60 millions d'années. Eux, ils ont carrément disparu. Je voulais vous dire aussi un tout petit mot sur le fait que, c'est un domaine tout à fait différent, mais sur le fait qu'il y a eu des progrès énormes dans le domaine de la médecine. Moi, j'ai la chance d'être ici aujourd'hui parce qu'on a réussi, avec des petites cellules souches qui sont restées 4 ans dans l'azote liquide, à me redonner la santé. Et puis ça, c'est un progrès de la médecine. C'est un progrès, c'est un vrai progrès. Comme dans tous les domaines, l'homme, il a fait des choses magnifiques. Et il ne faut pas perdre de vue ces choses-là, pas partir dans cette espèce de panique que j'ai l'impression de vivre autour de nous. J'ai aussi envie de vous dire qu'il faut avoir du plaisir, faire des gestes écologistes ou écologiques ou respectueux de l'environnement, ça peut être sympa. Moi, sortir de l'hôtel de ville et rentrer chez moi en vélo, c'est drôlement plus sympa en passant la passerelle sous le Rhône que de partir à pied, chercher une voiture dans un parking et puis avoir quelques soucis avec ça. Donc, je pense que le plaisir, ça peut être un moteur extrêmement important. Il n'y a aucun geste intelligent, bien pensé, qui ne peut pas apporter aussi du plaisir à l'être humain. Donc, finalement, entre la chance que j'ai d'être en vie, l'optimisme que j'ai de voir que je crois en l'homme, je crois en l'ingénieur au service des hommes, et puis je pense que si tous ensemble on s'y met, on pourrait extrêmement rapidement, mais ça veut dire qu'on changerait assez profondément notre façon de voir le monde, mais on pourrait assez facilement déboucher dans un monde qui ressemble un peu à cette forêt. Moi, elle me plaît bien, cette forêt. Et puis ça, c'est tout près de chez nous, ça c'est le jardin d'aujourd'hui. Vous pouvez y aller quand vous voulez, c'est juste à notre portée, puis c'est d'une qualité assez exceptionnelle. Alors j'ai envie de vous dire, si vous rêvez seul, ça va rester un rêve. Si on rêve ensemble, ça pourrait devenir une réalité.